Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Bonsoir à nos amis de la France entière et de l'étranger, de l'outre-mer, qui se connecteront bientôt grâce à la vidéo de Paul qui, je l'en remercie, chaque soir enregistre ses cafés politiques. Merci à Pierre Chalvidan, à son épouse, qui ont fait exprès la route pour venir nous parler ce soir. Pierre Chalvidan, pour ceux qui ne le connaissent pas, est docteur en droit. Il est diplômé de sciences politiques, licencié en théologie. Alors, je vous rappelle rapidement notre prochain rendez-vous qui sera dans 3 semaines et non pas dans 4 semaines. Donc pas tout à fait dans un mois, dans 3 semaines, avec Hervé Pasqua, qui parlera de la théorie du genre. Donc si vous me permettez la familiarité, nous accueillons de nouveau, je mets le mot nouveau entre guillemets, dans notre vidéothèque. Vous savez que sur la faute à Rousseau, vous avez en permanence consultable et consulté, puisqu'on a en tout plus de 400 000 téléchargements, les vidéos de ces cafés politiques. Nous en avons plus de 30, auxquels ont participé Jean-François Mattei, évidemment je ne le présente pas, Patrick Barrault qui est ici que je remercie, Alain Bourri qui est ici que je remercie, Antoine et Hilaire de Crémier, Jean-Baptiste Donnier, Axel Tisserand, Laurent Wetzel, Gérard Leclerc. Enfin, dans cette collection de vidéothèques, notre but, c'est de donner des raisons aux gens, des arguments aux gens, et ce soir avec Pierre Chalvidan, donc dans 3 semaines avec Hervé Pasqua, 2 personnalités nouvelles viendront enrichir cette vidéothèque. Voilà. Alors, à ceux qui veulent nous aider à progresser encore plus, eh bien je dirais qu'ils peuvent le faire de 2 façons très rapides. La première, je remercie par le biais de cette vidéo ceux qui ont déjà réglé leur cotisation. Là, je parle uniquement pour la FRP. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez-y. Les autres, vous le savez, La Faute à Rousseau est un blog gratuit qui le restera. Mais nous avons imaginé que sur l'année, si vous vouliez, eh bien, chacun pouvait nous aider en envoyant une somme très modique de 5 €, ce qui nous permettrait de faire face aux frais qui sont les nôtres. Quant à notre page Facebook et notre compte Twitter, eh bien c'est simple. Il faut également nous aider à les faire grandir en sollicitant tout simplement votre admission comme ami, c'est comme ça qu'on les appelle sur la page Facebook, comme abonné. Alors vous le savez, je l'ai dit à la fin du mois de janvier, et après je passerai la parole à Pierre Chalvidan, nous en sommes maintenant, pour La Faute à Rousseau, à 20 000, plus même, presque 21 000, visiteurs uniques mensuels, ce qui est quand même maintenant loin d'être négligeable. Notre page Facebook arrive à 2500 amis, nous en voulons le double, et notre compte Twitter, qui a été créé il y a à peine quelques mois, va arriver bientôt à son 1000e abonné. Là aussi, il en faut 5000. Donc nous voulons grandir encore. Pourquoi? Non pas pour pousser un cocorico, pour nous faire plaisir, mais parce que les idées que nous présentons au public, à un public de plus en plus large, eh bien, ce sont les idées de salut public, les idées du bien commun, en cette période de crise, dont va nous parler Pierre Chalvidan, c'est tout à fait nécessaire. Donc, vous avez la parole, cher ami, et merci beaucoup d'être venu. Je vous signale que Pierre Chalvidan a accepté de devenir l'un des rédacteurs, de s'agréger à l'équipe de rédacteurs de La Faute à Rousseau, et il nous enverra en fonction de ses disponibilités, de ses idées, de ses inspirations, des articles régulièrement, et nous en serons très heureux. La crise en 3D par Pierre Chalvidan. Merci, et merci à vous de m'avoir, c'est bon, je suis assez près là. Oui, oui, c'est bien. Merci à vous de m'avoir invité, d'abord parce que ça me permet de retrouver de bons amis et c'est toujours agréable. Et puis ensuite parce que je crois, c'est pas une formule de politesse, parce que je crois, mais nous en sommes tous persuadés ici, qu'il est important que se multiplient dans le contexte que nous connaissons des lieux de réflexion et des lieux de veille. Nous traversons, c'est une banalité, une époque de graves turbulences, et il est important de saisir toutes les occasions, comme disait Malraux, pour mettre ces expériences en conscience. Je crois que c'est très important. Quand j'emploie ce terme d'époque, je fais référence à la distinction que faisait Péguy entre les périodes et les époques. Les périodes où, disait-il, il ne se passe pas grand-chose, et puis les époques où l'essentiel est en jeu. Et je crois que depuis le printemps dernier, au moins, nous traversons véritablement une époque. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus d'ailleurs. Vous parliez de Gérard Leclerc tout à l'heure, et c'est un des rares à le faire. Je suis tout à fait d'accord avec Gérard Leclerc pour considérer que c'est véritablement une crise de fond et pas seulement un épiphénomène qu'il faut réfléchir. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que quand a commencé cette crise de fond, donc au printemps dernier, sortait en même temps le film consacré à Hannah Arendt.
Et une des thèses, vous le savez, d'Hannah Arendt, c'est que ce qui explique le développement du totalitarisme, c'est la défaite de la pensée. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Alors, il ne faut peut-être pas dramatiser, nous ne sommes pas encore peut-être en système totalitaire, mais il y a des germes de totalitarisme toujours présents partout. Et je crois qu'il faut toujours être d'une grande vigilance. Et peut-être nous avons été un peu responsables, nous intellectuels, nous héritiers, disons largement, de l'héritage judéo-chrétien, nous avons été un peu coupables de ne pas suffisamment activer la pensée là-dessus. Je crois que si par exemple sur l'affaire du mariage pour tous, nos concitoyens n'ont pas vu au départ du tout quelle était l'importance de cette histoire, c'est parce qu'on a laissé peut-être se développer une vision de l'amour un peu trop sentimentale, un peu trop affective, et pas suffisamment valorisée en termes d'institutions, en termes de sacrements qu'il y a que nous avons connus. Parce que l'amour ne justifie pas tout, il faut bien l'admettre. Et je crois, moi ça me frappe beaucoup cette tendance moderne à la domination de l'affectif, de ce que l'on appelle, de ce que les moralistes appellent la morale d'intention. Ce n'est pas bien, mais ça part d'une bonne intention. Oui, sauf qu'avec ce type de raisonnement, très vite on arrive à justifier l'injustifiable. La fin justifie les moyens, et c'est la négation de toute morale. Et je crois, je pratique peu Internet, hélas, mais ça me frappe beaucoup quand même quand je regarde un petit peu ce qui se passe par la privatisation ou la personnalisation outrancière des attaques sur Internet. On s'en prend de façon passionnelle aux personnes. Or, je crois que c'est une régression. Je crois que c'est une régression parce que un des principaux apports de notre civilisation, quand même, c'est de nous avoir appris à distinguer les personnes et les actes. Nous ne nous battons pas contre des personnes, nous nous battons contre des idées. Et si nous sommes contre les idées, eh bien, il faut faire fonctionner ce que l'on appelle la dialectique du couteau et de la futoire. Il faut se servir de ces idées pour valoriser les nôtres. En n'oubliant pas qu'on ne porte jamais véritablement la vérité, que c'est plutôt elle qui nous porte. Et que le contraire de la vérité, au fond, c'est moins l'erreur que le mensonge. Et d'une certaine manière, c'est très bien que nous soyons si souvent confrontés au mensonge aujourd'hui. Ça nous oblige à être beaucoup plus vigilants. Finalement, on ne connaît bien ces valeurs que lorsqu'on est confronté à des situations comme la nôtre qui nous obligent à les ressaisir. Et je crois que d'une certaine manière, c'est une chance. Paul Ricoeur disait qu'il faut faire le pari que les avancées du bien se cumulent, mais que les intempéries du mal ne font pas système. Alors je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas philosophe, que les intempéries du mal ne fassent pas parfois système. Mais ce qui est sûr, je crois, c'est que si elles font système, il faut les attaquer de front. Et que finalement, une des caractéristiques du mal, c'est de s'autodétruire. C'est le drame de Satan qui toujours veut le mal et produit le bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le quiétisme, mais ça veut dire qu'il faut agir avec confiance et détermination. Et les systèmes maléfiques tomberont d'autant mieux qu'on les attaquera de front. Voilà quelques-unes des raisons, si vous voulez, qui me paraissent importantes pour souligner l'importance qu'il y a dans ces lieux et partout où on peut le faire, de développer un effort de réflexion. Un effort qui doit être modeste, évidemment. Personne n'arrive à penser la globalité, et il ne faut surtout pas envisager, c'est un risque de totalitarisme intellectuel aussi. Alors j'ajouterai pour en finir, avec ces remarques préliminaires, deux remarques. La première pour dire, j'ai vu que c'était dans votre blog aussi, qu'il faut quand même arrêter un peu à fantasmer avec cette idée de crise, même si je vais parler de la crise. Je crois que la crise fait partie de la vie, et que les systèmes qui n'arrivent pas à se mettre en crise, confère les systèmes soviétiques, sont des systèmes qui meurent. La crise est un processus nécessaire d'existence, et c'est pas parce qu'il y a une crise que systématiquement on va vers la catastrophe. Je crois que si on la saisit, et si on saisit précisément l'opportunité de la crise pour développer un effort de pensée, un effort de réflexion, c'est un point positif. Voilà, alors pour analyser cette crise globale que nous traversons,
J'ai choisi 3D, c'est une formule un peu publicitaire, mais je crois quand même que ces 3D sont importants. Le premier D, c'est le D de démocratie. Le deuxième D, c'est le D de droit. Et le troisième D, qui est le D fondamental pour moi, c'est le D de désir. Voilà un peu, si vous voulez, les trois prismes à travers lesquels je vous propose donc un effort d'examen de cette crise. Étant entendu que, puisque nous sommes dans un café politique, j'insisterai plutôt sur le premier D, le D proprement politique, et puis simplement j'ouvrirai des pistes de réflexion sur la question du droit, qui est celle qui m'intéresse peut-être plus directement puisque je suis juriste, et celle du désir qui me paraît fondamentale. Alors, premier D, donc, c'est celui de démocratie. Pourquoi? Parce que il est bien évident que la dimension politique, c'est la dimension première à partir de laquelle les problèmes se sont posés. Cette crise a émergé, nous en avons pris conscience. Et pour essayer de l'approfondir, je procéderai en trois temps, trois paliers. Le palier de l'élection, le palier des partis politiques et puis le palier de l'État. Cette crise que nous traversons donc présente de multiples aspects, mais donc la dimension politique me paraît évidemment la première. La démocratie est en crise. La démocratie est en crise, et tout particulièrement la forme qu'elle prend chez nous, mais qui est la seule forme qu'elle a véritablement prise, au fond, c'est la forme de la démocratie représentative. Et il me semble que la crise qui s'est ouverte avec l'affaire du mariage pour tous est particulièrement symbolique de ce que j'appellerais la perversion et même la perversité de ce qui est devenu le moment fort de notre vie politique, à savoir l'élection présidentielle, qui me paraît devenu un mécanisme particulièrement pervers. Pourquoi? D'abord parce que l'élection présidentielle donne l'illusion d'une fausse démocratie directe. Une sorte de contrat qui serait passé impitu personné entre le président et chaque citoyen, ou une sorte de référendum déguisé en vertu duquel les promesses du candidat vainqueur, car il s'agit toujours au départ de promesses, ces promesses seraient automatiquement validées comme des décisions irrévocables de la souveraineté populaire. Cette souveraineté populaire dont Michel Debré, je vous le rappelle, disait qu'elle est l'arme de toutes les dictatures, ce que vérifie largement l'histoire de France d'ailleurs. Et je crois que cette dangerosité de l'élection présidentielle est d'autant plus forte, c'est la seconde raison, que nos démocraties modernes, comme disait Malraux, sont des démocraties du 1%. C'est-à-dire que la marge électorale entre le vainqueur et le vaincu est extrêmement faible. Moyennant quoi, pour essayer d'être élu, il faut ratisser large. Ce qui veut dire en fait ratisser petit, c'est-à-dire ne négliger aucune des promesses qui peuvent rapporter quelques voix, sans nécessairement se rendre compte de leur contenu et de leur portée. Ou bien même, plus perversement, être capable de glisser dans l'ensemble des promesses électorales quelques cavaliers idéologiques dont on ne voit pas l'effet néfaste au départ, mais dont l'effet néfaste se révèle très rapidement après. Et c'est ce qui s'est passé pour toutes les affaires autour du mariage pour tous et autres. Car il est bien évident que pour personne au niveau de l'élection présidentielle, le mariage, la filiation, l'adoption, etc. ne faisaient partie de l'enjeu des élections. C'était un virus caché qui ne s'est révélé qu'après. Donc je crois que l'élection présidentielle est devenue un mécanisme pervers, et pour ma part, je serais partisan de revenir le plus rapidement possible sur ce mécanisme électif. Je crois que De Gaulle, j'ai été gaulien, et je le reste en partie, mais je crois que De Gaulle a commis une erreur d'appréciation en 1962. Quand il a instauré l'élection présidentielle au suffrage universel, il avait l'impression de donner au président, en quelque sorte, le sacre de la nation, d'en faire ce roi élu de la monarchie républicaine qu'il voulait instaurer. Je crois que De Gaulle n'a pas vu, il allait le voir quelques années plus tard, en 1968-69, De Gaulle n'a pas vu que déjà en 1962, la nation n'existait plus. La nation comme volonté forte de vivre ensemble, au sens de Renan, même au sens de Thiers, cette nation n'existait plus. Et même déjà, le peuple, au sens de Rousseau, n'existait plus. On était en train de passer vers cette configuration nouvelle dont on parle partout aujourd'hui, la société civile,
qui est le véritable siège de la gouvernance aujourd'hui. Or, cette société civile, ce n'est pas un bloc de granit sur lequel on peut fonder véritablement une autorité, sur lequel on peut fonder un pouvoir légitime. La société civile, c'est quelque chose d'inexistant. Comme on l'a dit, et j'y reviendrai dans le 3e D, la société civile, c'est un agrégat de subjectivités désirantes, qui sont prêtes à instrumentaliser le pouvoir à tour de rôle à leur profit. Et je crois que l'élection présidentielle a été un moyen de donner un pouvoir excessif, par anticipation, à cette société civile et dont elle abuse aujourd'hui. J'y reviendrai. Premier palier, l'élection. Le second palier politique, pour essayer d'approfondir cette crise, c'est la vie politique et les partis. Pourquoi? Eh bien parce que, même si l'élection présidentielle est un mécanisme pervers, il reste une question quand même à se poser quand on regarde comment a démarré cette crise autour de l'affaire du mariage pour tous. Comment un parti, le Parti socialiste, a-t-il pu prendre en charge des revendications, en l'occurrence le mariage pour tous, qui sont aussi contraires à la tradition républicaine, le Conseil constitutionnel d'ailleurs l'a rappelé vertement dans sa décision, et qui sont finalement aussi contraires à la tradition du Parti socialiste lui-même. Car la tradition du Parti socialiste, c'est quand même plutôt d'être favorable aux droits économiques et sociaux, aux droits individuels. Comment a-t-il pu se faire qu'un parti prenne en charge des revendications aussi étrangères à sa culture? Et je crois que pour l'expliquer, il faut faire référence à des analyses fort intéressantes, j'en parlais avec Jean Guillotin en venant, que développent notamment des gens comme Jean-Pierre Le Goff avec son club politique autrement, ou Marcel Gaucher. Qui sont des analyses qui me semblent assez justes pour expliquer le glissement. L'idée directrice, c'est de dire qu'avec l'effondrement du bloc socialiste et avec la diffusion mondiale du modèle libéral, la gauche a été obligée de reformuler complètement son projet politique pour l'adapter à ce contexte. Ce contexte qui est celui de la montée concomitante de l'individualisme et de la globalisation, l'individuo-globalisme, comme on dit. Et avec la fin du social, de toutes ces formes de collectif, de collectivisme, toute la thématique traditionnelle de la gauche, du changement de société sur le terrain économique et sur le terrain social, toute cette thématique devenait obsolète. Et à ce moment-là, la gauche, pour continuer à exister, a réactivé une autre de ses veines traditionnelles qui, par-delà la veine marxiste, puise aux sources mêmes de la révolution de 89, c'est la veine de l'émancipation individuelle, la veine de Rousseau. Et c'est celle de la déclaration de 89, c'est celle de l'explosion de mai 68, et c'est ce que les sociologues appellent le gauchisme culturel. Autrement dit, la gauche bascule en quelque sorte sa problématique sur cette veine de l'émancipation individuelle. Mais avec sur le fond la même continuité anthropologique, la même continuité, celle de l'anthropologie prométhéenne. Ce Prométhée dont Marx disait qu'il était le premier saint du calendrier laïque. Et ceci en rupture totale, bien sûr, avec notre tradition judéo-chrétienne, la tradition du péché originel qui affirme que dans l'homme, il y a certes du bien, mais il y a aussi du mal. Ici, nous le savons, l'homme est bon. Ce sont les structures qui le pervertissent. Donc, à ce moment-là, il suffit de changer les structures. Et comme on ne peut plus changer les structures socio-économiques, eh bien, on va essayer de promouvoir la révolution sociétale pour libérer l'homme de toutes ses contraintes, libérer l'individu de toutes les institutions qui l'oppriment. C'est le propos que l'on a cité très souvent de Mme Taubira. Il s'agit d'arracher les enfants au déterminisme de la religion et de la famille. L'abolition de toutes les structures traditionnelles, et notamment de toutes les références judéo-chrétiennes. Et là, pour le coup, on retrouve bien un risque de totalitarisme. Benoît XVI l'avait remarquablement analysé dans son discours devant le Bundestag, en disant qu'effectivement, on n'était pas très loin, effectivement, là, du risque totalitaire. Et on croise là de nouveau ce risque totalitaire, qui est d'une certaine manière, pour poursuivre un instant sur le plan de la vie politique, qui est un risque inhérent au fonctionnement du Parti socialiste, je crois. Non pas que le Parti socialiste soit un parti totalitaire,
totalitaire. Mais si on fait le détour, par exemple, par Orwell de 1984, Orwell explique que le ressort fondamental du parti de Big Brother, son ressort fondamental, c'est la soif du pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et qu'il est prêt à tout, effectivement, pour, y compris aux pires malversations idéologiques. Et c'est un peu la même règle d'or qui fonctionne dans le Parti socialiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Le parti fonctionne comme une église. C'est-à-dire que le mot d'ordre dominant, c'est l'unité du parti à n'importe quel prix. Et donc, pour ne pas briser l'unité du parti, eh bien, on est prêt à admettre tout ce qui peut servir à maintenir l'unité du parti, y compris les pires dérives idéologiques. Il est clair que tous au Parti socialiste n'étaient pas favorables au mariage pour tous et tout ce qui a suivi. Personne n'a bronché. Personne n'a bronché parce que la règle d'or, c'est l'unité du parti. Et donc on est prêt à admettre à partir de ça n'importe quel argument qui peut contribuer à renforcer l'unité du parti, à le maintenir au pouvoir. Et dans cette perspective, donc, il est clair que pour le Parti socialiste, la famille, c'est en même temps le lieu de reproduction des inégalités, ça c'est l'héritage de Bourdieu, et en même temps, la famille est le lieu d'oppression des potentialités du moi, de l'individu. Et donc, l'école, au contraire, c'est le lieu de l'émancipation, de la socialisation, etc. Donc, la problématique, c'est qu'il faut de moins en moins familiariser les enfants et de plus en plus les scolariser. Et à partir de ce moment-là, on fera avancer effectivement leur émancipation sociale. Et là, il est clair qu'il y a bien, un germe de totalitarisme qui pointe. À partir de là, il est évident que si on veut dynamiter l'institution familiale, il faut commencer par dynamiter l'institution qui est à la base, et donc on dynamite l'institution du mariage. C'est évident. Mais derrière cette vision, je crois qu'il y a encore quelque chose de plus profond. Cette consécration du mariage comme sacralisation d'un amour privé, non plus comme institution, je crois qu'il y a le trait profond de l'individualisme contemporain, qui est le refus de participer à la construction de la communauté. Et je crois que c'est ça, le fond de la crise. Il y a dans l'individualisme dominant un refus de participer à toute construction d'une communauté forte. Et c'est un refus sur lequel convergent les deux grandes idéologies porteuses de la modernité, que ce soit le socialisme ou que ce soit le libéralisme. À droite, on a un individualisme social. À gauche, on a un socialisme individualiste, mais le principe c'est le même, c'est la socialisation des charges et la privatisation des avantages. Et avec un tel système, on ne peut pas fonctionner socialement. Il n'y a plus possibilité de construire des communautés. Ce qu'il faut ajouter, s'agissant de la gauche encore un instant, c'est que, donc, si elle change de terrain, si elle bascule du terrain socio-économique sur le terrain sociétal, elle ne change pas fondamentalement de logiciel, de manière de procéder et de manière de penser. Et c'est pourquoi, dans la crise actuelle, on retrouve tout l'argumentaire constituel de la gauche. On retrouve, premièrement, le déterminisme social. Un déterminisme, d'ailleurs, complètement paradoxal, puisque d'un côté, on veut arracher l'enfant au déterminisme de la famille, mais de l'autre, on développe la thèse de la détermination du genre, qui est une détermination purement sociale, et non plus sexuelle. On retrouve bien sûr la lutte des classes, recomposée. La diagonale de la lutte des classes qu'on ne cesse de réinventer. Désormais, c'est les hétérosexuels contre les homosexuels. On retrouve bien sûr plus profondément le positivisme scientifique. Le positivisme qui découpe l'humain. La théorie du genre, c'est un dualisme. C'est un dualisme qui dissocie le corps et l'esprit. Et de la même manière, la PMA ou la GPA repose sur la sacralisation du désir et de la volonté, comme principe spirituel noble, tandis que le corps devient du matériel génétique. Et Ortega y Gasset disait que la dissociation, c'est toujours le commencement de la barbarie. À partir du moment où il y a un début de dissociation, on rentre dans une logique de barbare. Donc on retrouve le positivisme, et le dernier élément du logiciel fondamental de la gauche, et sur lequel il faut insister, évidemment, l'égalité. L'égalité qui est désormais appliquée à l'anthropologie. Mais une égalité qui n'est plus l'égalité proportionnelle de la justice distributive d'avant, c'est une égalité appliquée désormais à des réalités différentes. Et je crois que c'est là où on atteint un peu le cœur du projet idéologique. Derrière tout cela, ce qu'il y a, c'est la haine de la différence. La haine de la différence délibérée d'évacuer toutes les différences, et notamment la différence des sexes.
C'est cela qui est en cause dans la théorie du genre, et c'est cela qui est en cause on élimine la différence sexuelle pour organiser la différence biologique sexuelle, pour organiser la société sur le désir et la beauté. Et ça, c'est ça le problème. Et cette conceptualité, bien sûr, c'est celle de 89. C'est l'homme vu comme un être indifférencié, puisque toute différence constitutive de l'ordre humain apparaît comme une injustice. Un égalitarisme qui est complètement autodestructeur, puisqu'il crée de l'injustice, finalement, il crée de la différence. Avec le mariage pour tous, avec la filiation, on met des enfants qui auront des parents, d'autres qui n'auront pas, qui auront des parents masculins, des parents féminins, etc. C'est purement diabolique. Et cette conception de l'égalité, finalement, c'est la face négative du prométhéisme depuis les origines. C'est le prométhéisme, celui d'Adam et Ève, qui veulent supprimer la différence avec Dieu, qui refusent la limite de leurs conditions, et en refusant cette limite ontologique, on récuse Dieu et on prétend recréer une humanité nouvelle. On y arrive. Voilà les pièces maîtresses du logiciel de la gauche. L'égalitarisme, au fond, l'égalitarisme anthropologique. Et alors derrière ça, on retrouve également toute la panoplie des moyens traditionnels, opérationnels de la gauche. D'abord la contrainte étatique, la tyrannie de la majorité. On retrouve le terrorisme intellectuel, c'est ce que Karl Popper appelait la pensée totalitaire, c'est-à-dire que toute opposition est vue comme une confirmation du système idéologique. Si je critique le marxisme, c'est que je suis un bourgeois. Si je suis contre le mariage pour tous, c'est que je suis un homophobe. Ou bien c'est ce que l'on a d'autres appellent la réduction ad Hitlerum. Si je suis contre, c'est que je suis fasciste, que je suis un intégriste, que je suis un fondamentaliste, etc. Et puis, dernier élément de la panoplie, j'ai vu que vous en parliez sur votre blog aussi, mais c'est fascinant, c'est la manipulation. La manipulation des chiffres, on l'a vu surtout, mais surtout la manipulation sémantique. La manipulation sémantique qui a atteint dans toutes ces affaires une échelle qui dépasse la novlangue d'Orwell. C'est pire que la police de la pensée. Cette manipulation, merci Jean. Cette manipulation, on l'avait déjà vu fonctionner à propos de l'embryon. L'embryon, personne humaine potentielle, ce qui ne veut strictement rien dire. Et là, on l'a vu fonctionner, on l'avait vu fonctionner avec l'euthanasie, mourir dans la dignité, qui est une entourloupette intellectuelle extraordinaire. Mais là, on l'a vu fonctionner avec des mots invraisemblables. On a vu fleurir toute une série de termes, absolument, l'homoparentalité, l'homofiliation, le polyamour, les parents A, les parents B, etc. Une série de termes qui d'ailleurs, en plus, sont des termes complètement stupides. Quelqu'un l'a fait remarquer fort justement. Quand on parle d'hétérosexualité, c'est un pléonasme. Puisque hétéro, ça veut dire autre, et sexe, ça veut dire la différence, la coupure. Donc ça veut dire exactement la même chose. Et de la même manière, quand on parle d'homosexualité, c'est un oxymore. Puisqu'il unit deux notions contradictoires, homo qui est l'identique, et sexualité qui est la coupure, qui est la différence. Donc ça veut strictement rien dire. Mais cette manipulation, ce qui est plus grave, c'est qu'elle a porté sur des concepts beaucoup plus fondamentaux, notamment celui d'égalité. Mais un autre concept aussi sur lequel il vaut la peine de réfléchir, et dont on a beaucoup parlé au moment de l'élection présidentielle, c'est le concept de normalité. J'y reviendrai en parlant du droit tout à l'heure. Mais ce concept de normalité, mélangé avec le concept de la diversité, est le moteur en quelque sorte de la négation des différences. En ce sens que, au sens du respect de la diversité, tout se vaut. Tout est normal. Dès lors, il n'y a plus d'échelle de valeur et de généralité. Il n'y a plus d'échelle de valeur et de généralité. La seule manière de gouverner, c'est de s'appuyer sur les comportements les plus courants, les plus normaux. Ceux de la société civile. Autrement dit, le normal, et je reviendrai tout à l'heure, le normal doit devenir le légal, et le légal doit devenir le moral. On rentre dans une logique qui conduit à ce que Marcel Gaucher appelle l'état-spectacle. On n'est plus dans la logique de l'état-puissance, on est dans la logique de l'état-spectacle.
Donc je vais passer à mon troisième palier, l'État. Avant de l'aborder, deux remarques pour terminer. C'est grave ces manipulations sémantiques. C'est très grave ces manipulations sémantiques parce que c'est une atteinte à notre bien culturel le plus important qui est le langage. Le langage, c'est de permettre, comme l'a dit Marie Balmary, c'est de distinguer des réalités différentes grâce à la diversité des vocables pertinents. De ce point de vue, la perversion du langage, c'est le début complet de l'éradication de la pensée. On l'a très bien vu d'ailleurs, l'utilisation volontaire du mot mariage indique la volonté de nier la réalité. Et toute idéologie est une négation de la réalité. Ça, je crois que c'est très grave. La seconde remarque que je voudrais faire avant de terminer sur ce plan proprement politique, c'est que si j'ai développé le repositionnement de la gauche, c'est parce que la gauche est à l'origine de tout ça, mais on pourrait faire la même analyse au niveau de la droite classique, où on retrouve exactement le même clivage entre d'un côté ceux qui privilégient l'émancipation individuelle et les élites, le Parti socialiste pour faire vite, et puis de l'autre côté ceux qui restent plutôt sur le terrain du collectif et du populaire, c'est-à-dire tout le front de gauche. On retrouve le même clivage exactement à droite. D'un côté, il y a bien la droite moderniste, néolibérale, qui joue le jeu de la liberté individuelle et même du libertarisme. Et puis de l'autre côté, il y a ce que l'on appellerait plutôt la droite traditionnelle, ceux qui restent plutôt du côté de la communauté, c'est-à-dire les gaullistes, les royalistes, le Front National, etc. On retrouve le même clivage qui est en train de se dessiner à droite, ce qui laisse présager peut-être des recompositions. Ce qui laisse présager peut-être de graves recompositions politiques. Alors j'en viens à mon troisième palier, après l'élection, autour de l'élection présidentielle, après ce glissement politique autour du positionnement de la gauche et de la droite. Troisième palier, celui de l'État, avec ce passage de l'État-puissance à l'État-spectacle, pour reprendre la dialectique de Marcel Gauchet. L'État-puissance, disons, c'est l'État d'hier, c'est-à-dire c'est l'État hiérarchique. L'État hiérarchique, celui qui impose par le haut une politique fondée sur une vision du bien commun, sur une vision de l'intérêt général, qui a été majoritairement validée. L'État-spectacle, au contraire, c'est celui d'aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui, un État dont le rôle n'est plus que la satisfaction au coup par coup des désirs de la société civile. Un coup les fonctionnaires, un coup les médecins, un coup les enseignants, un coup les homosexuels, etc. Une politique de coup par coup, de satisfaction des intérêts catégoriels. Autrement dit, l'espace public, c'est une scène, en quelque sorte, un écran où la société manifeste, au sens propre, ses besoins, ses désirs, à charge de l'État pour les satisfaire. Seulement, comme dit Gauchet, à un moment, il faut bien quand même qu'il y ait une coordination entre toutes ces politiques sectorielles développées par l'État de satisfaction des intérêts. Qui est-ce qui assure la coordination? Eh bien, en dernière analyse, il répond les lois du marché. C'est-à-dire que c'est la contrainte économique qui arbitre entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et c'est là où on retrouve une nouvelle fois la conjonction des deux idéologies porteuses de la modernité. En ce sens que la gauche émancipatrice des désirs individuels finit par faire le jeu et donner une caution idéologique à la main invisible du marché et à l'individualisme libéral. Une espèce de fusion et de confusion des deux problématiques porteuses de la modernité occidentale. Alors à partir de là, donc, ce qu'il faut voir, c'est comment précisément au sein de l'État fonctionne concrètement la technique qui permet de transformer toute une masse de désirs en droit, et en droit positif, en droit applicable. Ça va être le deuxième D autour du droit. Avant d'y arriver, je veux quand même pointer les dégâts de la phase proprement politique. Et ces dégâts sont énormes. Le premier dégât, même s'il n'y a pas de raison peut-être particulière de s'en plaindre ici, le premier dégât, c'est une aggravation sans précédent de la crise de la démocratie. Une aggravation sans précédent de la crise de la démocratie, puisque dans toutes ces affaires, comme on l'a dit, il y a eu à la fois un abus et un déni de démocratie. Il y a eu un abus de démocratie, car on a fait jouer à la démocratie un rôle qui n'est pas le sien. La démocratie, c'est tout bêtement une manière de gérer le vivre ensemble. Ce n'est pas une méthode pour transgresser les fondamentaux de l'existence humaine. Or, la différence homme-femme, c'est bien un de ces fondamentaux que l'on a violé.
connaissez la formule traditionnelle, le Parlement peut tout faire sauf transformer un homme en femme, et bien là, il peut transformer maintenant un homme en femme. Ce n'est pas le rôle de la démocratie. Il y a eu un abus de démocratie, et il y a eu un déni de démocratie aussi, dans la mesure où il y a eu un mépris de ce qui est l'essence même de la démocratie, le débat. Si la démocratie a un mérite, c'est celui-ci. La démocratie, peut-on dire, c'est le Parlement, mais pas seulement au sens de l'institution. La démocratie, c'est le fait de parler, l'échange. Et la représentation nationale, le Parlement, c'est ce lieu où on parle et où on essaie de faire surgir une vision du bien commun, une vision commune de l'intérêt. Il y a une confiance sur la parole. Or, cette confiance dans la parole, ici, elle n'a absolument pas fonctionné. Avec un fait qui est particulièrement troublant, si j'ose dire. Aujourd'hui, la tendance dominante à gauche, c'est toute la thématique de la démocratie représentative, c'est de se méfier du Parlement et de jouer au contraire sur la société civile. Les forums sociaux, les assises citoyennes, etc. Et par exemple, sur l'écologie, ou même sur l'euthanasie, le gouvernement a argumenté le débat avec la société. Or, pour le mariage pour tous, il ne l'a pas fait. Pour le mariage pour tous, il ne l'a pas fait, et le problème s'est situé uniquement sur le plan parlementaire. Pourquoi? Bien, je crois que la réponse, c'est par peur. Par peur de la sexualité, d'abord. Parce que la gauche, d'abord, mais la droite aussi, est empêtrée dans pas mal d'affaires sur le sujet. Mais aussi parce que je crois que les gens de gauche se sont très bien rendus compte que la sexualité est un véritable volcan, et que si on mettait ça véritablement sur la place publique, on ne maîtriserait plus rien. Et ils ont préféré verrouiller le débat au niveau parlementaire. Et puis plus profondément encore, je crois qu'il y a eu une peur de l'homosexualité. Parce que l'homosexualité est une réalité extrêmement complexe, et qu'on savait bien que si on ouvrait le débat de fond là-dessus aussi, l'évidence, soi-disant, du projet mariage pour tous n'y résisterait pas. Et je crois que ça a été criminel, parce qu'on a, et criminel pour les homosexuels eux-mêmes, parce qu'on les a véritablement instrumentalisés dans le débat. Je crois, comme l'a dit très bien de vos compatriotes, le père Zanetti Zorkin, après des siècles de stigmatisation regrettable, le regard sur l'homosexualité dans notre société commençait à évoluer, et à évoluer de façon apaisée. Au contraire, en faisant un argument idéologique pour un projet anthropologique criminel, je crois que la gauche a rendu un très mauvais service à la cause homosexuelle. Et ça, je crois que c'est impardonnable. Donc, premier registre de débat, le dégât démocratique. Un deuxième registre de dégâts causés par toute cette histoire, qui est beaucoup plus profond, c'est l'éclatement du consensus. Alors, je ne dis pas le consensus républicain, même si certains le disent, mais l'éclatement du consensus qui est nécessaire quand même pour vivre ensemble. Il faut un minimum de consensus pour vivre ensemble. Or, là-dessus, Émile Poulain, notamment, a eu des analyses relativement lumineuses. Jusqu'ici, dit-il, la morale était en quelque sorte une évidence commune. C'était la morale de nos pères, dont parlait Jules Ferry lui-même, d'ailleurs, et à laquelle on donnait des fondements différents, effectivement, mais qui reposait quand même sur un certain nombre de convictions communes. C'était ça la vraie laïcité, d'ailleurs, avoir des convictions communes avec des fondements différents. Et cette morale, elle disait ce qui devait se faire, indépendamment de ce qui se faisait, et elle laissait le traitement des cas particuliers à la casuistique. Cette morale unique, si elle avait deux fondements différents, d'un côté les religions, de l'autre la culture laïque, elle considérait d'une part et d'autre l'avortement comme un crime et l'euthanasie comme un crime aussi. Et le mariage comme une des institutions fondamentales de la société, qu'il soit religieux ou pas. On savait où était le bien, où on savait où était le mal. Eh bien, cette morale commune, qui était le fondement du consensus, cette morale, elle a disparu. Elle a commencé d'abord à disparaître dès 1884, avec le rétablissement du divorce, et puis la faille s'est élargie avec tout le développement de la bioéthique, la révolution des mœurs, 1968, etc. Et ce que la gauche, donc, reconnaît d'ailleurs, parce que quand elle parle d'une morale laïque qu'elle veut imposer à l'école, c'est bien d'une certaine manière reconnaître que cette morale est inacceptable pour toute une partie de la population.
Elle est inacceptable parce qu'une partie de la population refuse les manipulations génétiques, la GPA, la PMA, le genre, l'avortement, etc. Donc c'est bien une morale spécifique que l'on veut imposer de force. Et il ne peut pas y avoir de morale commune s'il n'y a pas un fondement anthropologique commun, et ce fondement n'existe plus aujourd'hui. Enfin, le troisième registre de dégâts, c'est la mort de ce que l'on peut appeler cette fois-ci l'État impartial. Un État impartial qui est fort malmené par l'État républicain, mais qui d'une certaine manière arrivait à préserver, arrivait à perdurer jusqu'au moins jusqu'ici. Or, désormais, on sait que l'État n'est plus impartial. L'État développe des options idéologiques minoritaires et il ne développe plus ce qui est le souci d'un bien commun relativement fort. Voilà, si vous voulez, ce que l'on peut dire, je crois, sur ce plan politique, sur le plan de l'élection, sur le plan des partis, sur le plan de l'État, et je crois que les dégâts de la crise, de ce point de vue, sont extrêmement graves. Alors, j'en viens au deuxième D, qui affine un peu, en quelque sorte, la crise politique en la transposant sur le plan du droit, et plus précisément sur le plan de la fabrication du droit. Alors, mon intention n'est pas de montrer ce que toutes les perversités qui ont été introduites par le mariage pour tous, etc., dans la filiation, la famille, etc. Les privatistes l'ont fait et ils l'ont bien fait. Et c'est particulièrement édifiant. Ce que je voudrais montrer, essayer de montrer en tant que publiciste, et c'est encore plus grave, que ce qui s'est passé à propos du mariage pour tous, à propos de l'avortement, à propos de l'embryon, etc., est parfaitement représentatif de ceux qui tentent à devenir le mode normal de notre production normative. Notre production de droit qui est en train de subir, à mon avis, une mutation radicale et particulièrement dangereuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la démocratie, je le disais, la démocratie, c'est une méthode de gestion du vivre ensemble. Et parmi les moyens de gérer le vivre ensemble, il y a la production de règles. Il y a la production de normes. Des normes qui, en démocratie, ont trois caractéristiques. D'abord, ce sont à la fois des normes éthiques et des normes juridiques, puisque pour vivre ensemble, nous le disions, il faut un minimum de normes éthiques communes. Ce sont des normes éthiques et ce sont des normes juridiques. Deuxième caractéristique des normes en démocratie, elles ont une double fonction. Les normes ont une fonction à la fois négative et une fonction positive. Négativement, les normes disent ce qu'il est interdit de faire, elles fixent des limites, et positivement, au contraire, les normes fixent des obligations, disent ce qu'il faut faire. Et puis la troisième caractéristique des normes, c'est qu'elles ont un caractère de généralité. C'est la définition même de la loi. La loi est une norme générale et impersonnelle. Voilà les trois caractéristiques. Or, les fondements même de cette production normative sont aujourd'hui complètement déstabilisés. Ils sont complètement déstabilisés à la fois au niveau éthique et au niveau juridique. Au niveau éthique, traditionnellement, la production des normes se faisait selon un schéma à trois niveaux, général, particulier, singulier. Ce que disait par exemple Paul Ricoeur. Au sommet, il y a ce qu'il appelait l'éthique générale, les grandes règles, les valeurs, les fins, la liberté, l'égalité, etc. En second niveau, il y a la morale, avec ses prescriptions particulières, la morale républicaine dont on parlait, ou la morale bourgeoise, ou la morale chrétienne, ce que l'on veut. Et puis, il y a le troisième niveau, qui est le niveau de la sagesse pratique, celui des cas particuliers, des exceptions, des compromis nécessaires. Or, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan éthique, c'est que ce schéma classique est complètement perturbé par deux phénomènes profonds. Le premier phénomène, c'est celui de la pulvérisation dans la production des normes éthiques. Et c'est la multiplication de ces lieux de production éthique, l'éthique économique, l'éthique d'entreprise, l'éthique financière, la bioéthique, etc. Et le second phénomène, c'est que dans la production des normes, on ne part plus du haut, mais on part d'en bas. On part des cas particuliers. Et c'est le pullulement de tous ces comités d'éthique, de toutes ces missions de réflexion, de toutes ces commissions, dont on a dit justement que la plupart du temps, c'était les jardins d'acclimatation de l'inacceptable. C'est-à-dire qu'on commence à faire des comités qui fabriquent de fausses normes, et puis à partir de là, on va le voir, on les généralise. Le danger, c'est à partir de là, à partir de cette production éthique pulvérisée,
comment faire un fonds commun? Comment faire un fonds commun qui va être capable de fonder un vivre ensemble? Même chose sur les normes juridiques. Sur les normes juridiques, la structure traditionnelle, tous les juristes le savent, c'est la pyramide de Kelsen. Au sommet, il y a la Constitution, en dessous, il y a la loi, et puis, en troisième niveau, il y a les décisions individuelles, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient contractuelles, qu'elles soient jurisprudentielles, etc. Et de la même manière ici, on a une pulvérisation de la chaîne normative. D'abord, on a une inflation législative avec une multiplication de lois, que l'on a appelées justement des lois bavardes. Des lois sur l'histoire, qui prétendent régler des points et des querelles historiques où elles n'ont rien à faire. Et puis, surtout, une multiplication de lois privées. La loi sur le mariage pour tous, par exemple, est le type même de la loi privée. On parle du mariage pour tous, il est bien évident que c'est une loi pour quelques-uns. Autrement dit, on voit se multiplier le retour de ce qu'on a appelé les privilèges. Privata, lex, c'était ça. C'est des lois faites pour des petites catégories de population et non plus, qui n'ont plus aucune portée de généralité. Et de la même manière, on voit là aussi que la loi fonctionne non plus à partir du haut, mais à partir de la base. C'est ce que disent tous les théoriciens socialistes. La loi est le produit d'un rapport de force. Et elle doit évoluer avec les évolutions de la société. Elle est un pur produit du développement social. De telle sorte que si on bloque le dépérissement des normes éthiques et le dépérissement de la production classique du droit, on voit s'installer au cœur de nos sociétés un moteur normatif, que l'on va dire un moteur normatif à 5 temps qui est particulièrement pervers, mais qui fonctionne aujourd'hui de manière systématique. C'est quoi les 5 temps? Premier temps, on voit se développer un comportement, une pratique, la drogue, l'homosexualité, l'avortement, etc., qui au départ est une pratique minoritaire. Et que très rapidement, c'est la passion de l'égalité, la haine de la différence, la souffrance aussi d'une certaine manière, très rapidement, cette pratique minoritaire, on va vouloir la faire normaliser. On va vouloir la faire normaliser, et alors s'ouvre le deuxième temps, qui est le temps de la fabrique de la normalité. La fabrique de la normalité par tout le jeu socio-politico-médiatique, avec toute une série de techniques pour fabriquer cette normalité. La première technique, c'est l'argument d'opportunité. L'argument d'opportunité, ça se fait de plus en plus. Donc à partir du moment où ça se fait de plus en plus, il faut l'officialiser. C'est un pur situationnisme, c'est un pur populisme. Ce n'est pas parce qu'il y a une addition de comportements individuels qu'il faut là-dessus fonder une norme juridique et une institution. Surtout si en plus on manipule des chiffres. Et par exemple, on a très bien vu fonctionner l'argument en disant la multiparentalité, ça existe déjà, donc il faut l'officialiser. En oubliant de dire d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, 80% des enfants vivent avec un père et une mère. Donc on n'est pas dans l'ordre de la normalité. Un second procédé qui fonctionne très fort pour normaliser ces comportements minoritaires, c'est la rhétorique victimaire. La rhétorique victimaire, c'est-à-dire qu'une minorité se fabrique un statut de victime. Et à partir de ce moment-là, toute opposition est interdite, toute critique est interdite. Toutes les communautés se disent discriminées. Ce qui s'est passé pour l'homosexualité. On a fabriqué une communauté de victimes, donc elle devenait intouchable. Encore une fois, ce qui ne dit rien des souffrances qu'il peut y avoir derrière. C'est le procédé que je critique. Une autre technique pour ce processus de normalisation, c'est le jeu de l'exception. On va d'abord essayer d'obtenir des exceptions. Et puis, à partir des exceptions, on essaiera de les généraliser. C'est très exactement ce qui s'est passé pour l'interruption volontaire de grossesse. Au départ, c'était ce que l'on appelle une loi de tolérance. Le respect de la vie est fondamental, mais dans certaines hypothèses, on peut admettre des dérogations. Et aujourd'hui, c'est devenu une loi de créance. C'est-à-dire que c'est devenu un droit. Et c'est tout le mécanisme qui a triomphé sur la recherche pour l'embryon. On a commencé par une exception, et puis on l'a transformé en généralité, et c'est ce qui va se passer vraisemblablement pour l'euthanasie. Donc ce système de normalisation sociale est un système extrêmement au point. Donc premier temps, un comportement minoritaire. Deuxième temps, on cherche à le normaliser par un certain nombre de procédés socio-médiatiques. Troisième temps, on va essayer d'obtenir quelques décisions de justice, favorables ou pas, peu importe, pour commencer à déplacer la chose sur le plan du droit. Et puis quatrième temps,
À partir de là, comme les décisions de justice sont divergentes, on va arriver avec une loi, un règlement ou une directive qui va officialiser la chose. Et le tour est joué. Et à partir du moment où c'est devenu légal, c'est moralement correct. C'est moralement correct. Hein. C'est ce qu'un des grands moralistes protestants contemporains, Arthur Rich, un éminent penseur, appelait la normativité des faits alimentée par la statistique morale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se fait, et où tout le monde dit que ça se fait, et où les enquêtes et les statistiques confirment que ça se fait, eh bien, il faut que ça devienne légal. Et à partir du moment où c'est légal, c'est moral. Le normal devient le légal, et le légal devient le moral. Et voilà, je crois, la profonde perversité du mécanisme normatif, à la fois sur le plan des normes éthiques et sur le plan des normes juridiques. Alors, là aussi, les dégâts, simplement pour les pointer, les dégâts sont énormes. Le premier dégât, je l'ai déjà dit, c'est la fin du consensus moral. C'est la fin du consensus moral, et c'est peut-être même la fin de toute morale. C'est la fin de toute morale, parce que, au fond, si on prend le mariage homosexuel, c'est la négation de l'impératif de Kant d'universalisation. Ce n'est pas une pratique universalisable. Ce comportement n'est pas généralisable, donc il ne peut pas être généralisé. Et si on le généralise, c'est qu'on fait fi des principes moraux et des principes légaux les plus fondamentaux. Un deuxième dégât extrêmement important sur le plan du droit, c'est, et ça il faudrait y réfléchir très longuement, c'est l'atteinte portée au concept d'institution. Je crois qu'une des urgences les plus fondamentales sur le plan juridique, c'est de réhabiliter le concept d'institution. Le rôle de l'institution, comme dit Legendre et d'autres, le rôle d'institution, c'est d'instituer la vie, de la naissance à la mort. Et la société n'a pas à donner sa caution à n'importe quelle forme d'association humaine. Elle n'a pas à légitimer institutionnellement n'importe quel type de comportement, n'importe quel type de vie humaine. Sinon, on donne au droit une autre fonction que la sienne. On le privatise. Une privatisation du droit qui est extrêmement dangereuse. C'est ce que disait le doyen Carbonnier. Il y a une pulvérisation du droit objectif en une multitude de droits subjectifs. C'est évident pour l'avortement. La valeur de la vie ne tient désormais qu'au projet parental. Sinon, le fœtus devient un simple amas de cellules. Donc, on est purement sur le plan de la subjectivité. Il n'y a plus de fondement, à rien. Et le droit, je crois, n'a pas à suivre les changements de société. Il a encore moins à changer la société. Lorsque M. Hollande dit qu'il veut adapter l'institution du mariage aux manières de vivre, il oublie simplement une chose, c'est qu'il n'y a pas d'institution sans norme de référence. Et si on supprime la norme de référence, on n'adapte pas l'institution, on tue l'institution. C'est ça qui est fondamental. Et puis surtout, le droit n'a pas réponse à tout. Le droit n'a pas réponse à tout. Avec le mariage, l'euthanasie et autres questions, on touche à des interdits fondamentaux, à des questions qui sont métapolitiques ou suprapolitiques, et on n'a pas à porter atteinte à ça par voie législative et par voie législative médiocre. Je crois qu'ici, il faut être extrêmement vigilant, sinon on va vers des dérives encore plus profondes. Alors j'en viens, je suis dans les temps, j'en viens à mon troisième D, qui est le désir. Troisième D, c'est le désir. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est véritablement la racine. La racine de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme, c'est bien connu, c'est ce que disait Hobbes déjà, l'homme est par nature un être de désir, qui est animé par un désir de puissance, disait Hobbes, qui ne cesse qu'avec la mort. Et en même temps, il est animé par une grande peur, qui est la peur de mourir. Et c'est de là, vous savez, que Hobbes déduisait l'état Léviathan, qui tire en quelque sorte sa puissance de la multitude des désirs individuels. Il est là pour réguler ces désirs
et garantir les conditions minimales de leur épanouissement. Or, ce qui se passe aujourd'hui, je fais référence notamment à un excellent petit ouvrage qu'a publié le cardinal Ravasi, qui est le président du Conseil pontifical pour la culture, un ouvrage qu'il a consacré au 9e et 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui ni son bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un processus profond, donc non seulement de perversion du politique, non seulement de perversion du droit, mais de perversion du désir. L'homme est un être de désir. L'homme descend des étoiles, desideribus. L'homme descend des étoiles et toute la vie humaine, en quelque sorte, reste irradiée par ce désir de l'infini, ce désir d'absolu. Un désir qui fait que un caractère qui fait que le désir humain n'est jamais susceptible d'être comblé. Or, ce qui fait dramatique de notre époque, c'est que nous vivons dans un monde clos. Nous vivons dans un monde où le ciel est fermé. Et à ce moment-là, le désir humain est en quelque sorte enfermé dans l'immanence comme une mouche dans un bocal. Et forcément, privé de toute transcendance, le désir n'a comme seule ressource qu'une fuite en avant. Une fuite en avant dans les idoles immanentes de tout temps, c'est-à-dire le sexe, l'argent, l'avoir, la possession, la consommation. C'est ce que disait Benoît XVI lui-même, sans la perspective d'une vie éternelle, le progrès humain demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l'intérieur de l'histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l'avoir. Et je crois que la racine profonde de la crise que nous traversons, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, c'est pas la mondialisation, c'est pas le progrès technique, c'est pas les banques, c'est pas la finance, c'est pas l'Europe, c'est pas la corruption. Tout ça, ce sont des causes, mais ce sont des causes secondes. La cause première, fondamentale, la cause première, c'est ce désir clos, ce désir humain enfermé dans l'immanence et qui est contraint à se satisfaire sur le registre de la possession, sur le registre de l'avoir, sur le registre de la jouissance, sur le registre de la domination. Il s'agit de colmater en quelque sorte quantitativement, d'essayer de colmater quantitativement cette espèce de cavité, comme disait Foucault, que l'homme porte au creux de lui-même et qui a besoin d'être comblé.